Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc, je suis Cyril Molina, directeur commercial chez TechTeam et je suis accompagné aujourd'hui de Philippe de Siemens. Je vais te laisser te présenter, Philippe. Bonjour à toutes et tous, donc Philippe Rouquayrol. Donc j'ai en charge l'animation du réseau de distribution des solutions PLM chez Siemens. Donc c'est-à-dire en fait toute la gamme des solutions logicielles pour répondre à des enjeux industriels. Voilà. Merci. Merci pour cette invitation. Donc on est ensemble aujourd'hui pour une petite demi-heure, à peu près 20 minutes d'échange qu'on va avoir avec Philippe pour répondre à quelques questions qu'on a imaginées pour vous. Et ensuite, du coup, n'hésitez pas à poser vos questions, vos propres questions dans la fenêtre de chat et on y répondra juste après. Donc pourquoi cet entretien aujourd'hui? Donc TechTeam est un cabinet de conseil en performance industrielle. On accompagne nos clients sur un certain nombre de domaines stratégiques, notamment logistique et production. Et on a souhaité s'associer à Siemens pour la distribution du logiciel Simatic IT Preactor, donc un outil d'ordonnancement et de planification avancée. Mais voilà, ça nous paraissait important aujourd'hui de remettre les choses dans leur contexte et d'essayer de comprendre un petit peu quel peut être l'apport de ce type d'outils numériques dans un contexte qui est beaucoup plus large, le contexte de vos entreprises, contexte de révolution numérique, de mondialisation. Donc voilà, c'était un petit peu la première question que je voulais te poser. Philippe, quelle est ta perception de ces sujets? L'enjeu du numérique, ou on appelle ça la digitalisation, pour moi, c'est avant tout apporter de l'agilité dans la production auprès des industriels. Aujourd'hui, quand on regarde nos industriels, ils sont confrontés à une concurrence qui est mondiale. À de la complexité dans les produits. Pourquoi? Parce qu'on parle souvent de production de masse, mais personnalisée. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Internet a donné une fabuleuse opportunité à nos industriels de toucher un maximum de leurs clients, mais on s'aperçoit que pour se différencier, finalement, il faut quelque part industrialiser des produits qui touchent individuellement chacun des clients. Donc pour ça, c'est sûr que ça nécessite de revoir un petit peu sa manière de produire. Et je pense que le terme agilité est important dans ce contexte. Il est souvent associé du coup à des termes comme la digitalisation. On parle d'usines intelligentes, de smart industrie. Donc tout ça pour finalement quoi? Pour avoir des usines qui soient capables de s'adapter ou d'adapter une production assez rapidement selon le changement des gammes de produits, le changement des cadencements, des séries. Donc tout ça permet, au travers de ces stratégies de digitalisation, ou même on entend souvent le terme d'Internet des objets, des objets connectés, de pouvoir mettre en place cette flexibilité. D'accord, ok, c'est parfait. Et donc, pour donner quelques exemples, si on a un industriel qui nous regarde et qui peut avoir à la fois dans son usine des petites, des moyennes, des grandes séries ou des séries standards, des séries personnalisées, c'est des outils qui vont permettre du coup d'être plus adaptables à ces configurations très... Oui, parce que finalement, l'idée, c'est d'essayer de limiter les silos, de faire travailler les gens ensemble. Et pour ça, la digitalisation est un apport considérable parce qu'elle permet d'avoir une fluidité du transfert de l'information au sein de l'entreprise et particulièrement au sein de l'usine. Ok. Donc c'est vrai que c'est un exemple qu'on a eu très récemment chez TechTeam, un industriel qui est venu nous voir dans le secteur de la cosmétique et qui avait un enjeu majeur, c'était lancer à la fois des productions sur plusieurs semaines, plusieurs mois, donc des grandes et moyennes séries, et parallèlement à ça, produire ces prototypes pour ces productions de demain. Et comment arriver à faire ce mix produit au sein du même audit de production. Et c'était une problématique qu'il n'arrivait pas à résoudre typiquement sans des outils numériques avancés. Et typiquement, voilà, l'outil Siemens était bien adapté pour ce faire. On a aussi de plus en plus de productions dites à façon, donc avec de la personnalisation, de la customisation. Exactement. Et c'est des sujets qui sont suffisamment complexes pour devenir rapidement ingérables si on ne les gère pas. Voilà. La maîtrise des variantes est capitale aujourd'hui. C'est-à-dire que pour toucher le plus de clients possible, il faut avoir des produits qui soient le plus attractifs possible, mais ça veut dire aussi une production qui soit adaptée à ça et qui permet de s'ajuster selon la demande, la quantité, et puis qui répond effectivement aux désirs de nos clients et de leurs clients. Bon, donc le contexte est posé. C'est vrai que voilà, dans cet environnement concurrentiel où les mix produits évoluent, on voit que des outils du numérique peuvent être
très très rapidement utile, et ce quel que soit le secteur. C'est ça qui va être vraiment puissant. Donc, en particulier, donc on va faire ce petit focus sur la partie planification et ordonnancement. Est-ce que tu peux nous dire, Philippe, voilà, comment tu vois l'apport de ce type d'outils dans ce portfolio, dans cet écosystème numérique? Oui, je peux le dire. Je te remercie. Je peux le dire. Alors, pour moi, c'est avant tout une meilleure gestion du plan de production. C'est la parfaite combinaison entre la maîtrise à la fois des ressources humaines, des moyens, les machines, les moyens de production, et puis les stocks. Bien maîtriser tout ça, savoir en temps réel où on en est, et puis pouvoir balancer, comme je le disais précédemment, selon la demande client, selon le marché, pouvoir s'adapter également. Donc, si on ne maîtrise pas ça, on est en difficulté. Et puis, bien entendu, tout ça a un objectif qui est aussi capital, c'est de réduire les délais de mise sur le marché, finalement. Hein, puisque plus on est rapide à mettre ses produits sur le marché, plus on se différencie de ses concurrents, et plus on augmente la satisfaction de ses clients. Donc ça, c'est vraiment capital. Mais aussi, et je pense que c'est ce qui va sensibiliser peut-être les personnes qui nous regardent, c'est des gains financiers. On va parler de, effectivement, quand on réduit les délais de livraison, quand on optimise sa production, eh bien, on va rechercher des gains financiers tels que sa trésorerie, la capacité de pouvoir réinvestir à côté, des gains en termes de marge et de chiffre d'affaires, bien entendu. L'avantage aussi de ce type de solution, alors, il y en a des tas dans le cycle de vie d'un produit, il y a vraiment l'amont qui est vraiment toute la partie études, simulation, etc. Mais on mesure vraiment dans des outils tels que la planification et l'ordonnancement des retours sur investissement qui sont assez rapides et qui sont assez conséquents. Donc c'est vrai que ce sont des solutions qui très rapidement deviennent très concrètes et permettent à nos industriels d'avoir une visibilité sur le gain financier assez rapide. Oui, c'est vrai qu'on est sur des outils qui sont vraiment très performants de ce point de vue-là, à la fois un mix intéressant entre la capacité à résoudre des problématiques techniques, donc vraiment de l'ordre de la production, et en même temps en tirer une quintessence financière assez immédiate. Bien sûr. C'est le nerf de la guerre. Hein. Oui, on est d'accord. Donc, je prends quelques exemples, encore une fois, pour illustrer. C'est vrai que on a été contacté par un des tout premiers fabricants de câbles et fibres optiques en France, et qui venait nous voir en disant, voilà, j'ai des problématiques de lissage de ma ressource, ce que tu évoquais, à la fois ressources humaines, machines et puis stock. Et donc, c'est un industriel qui avait entre 400 et 500 OF en cours en permanence dans son site de production et qui dédiait 4 personnes à la constitution du planning, du plan de production chaque semaine. Donc, un effort conséquent pour arriver à gérer toute cette masse. Et sachant qu'il n'en était pas satisfait parce qu'il y avait des problématiques d'erreur, donc de production qui étaient malheureusement mal gérées. Et forcément, quand on voit les volumes, et puis du coup des délais de livraison qui n'étaient pas satisfaisants auprès de certains grands donneurs d'ordre, donc des clients prioritaires pour lui. Donc aujourd'hui, ce qu'on a évalué avec un outil de planification et d'ordonnancement comme Préactor, ça va être la capacité du coup à générer en automatique un planning de production qui va prendre en compte les différentes limites de ressources. Typiquement, il a une machine qui est dédiée au packaging, qui est un goulot d'étranglement. Et donc, il faut lisser au maximum la charge au niveau de cette machine. Il y a une production qui est très variable en fonction d'une certaine saisonnalité, d'appel d'offres chez certains de ses donneurs d'ordre. Donc, c'est aussi intéressant pour lui de se dire, je vais lisser la charge sur mes effectifs pour faire en sorte que je ne sois pas certains mois ou certaines semaines en sous-production et puis d'autres semaines ou d'autres mois avec la nécessité de prendre 10, 15 ou 20 intérimaires. Donc on voit qu'on va être capable de résoudre ces problématiques en phase de production et du coup de gagner en performance et gagner en fiabilité. Donc ça c'est très important, notamment dans la perspective d'annoncer aux clients une date de livraison fiable. Donc, du coup, d'en tirer un bénéfice commercial immédiat. Oui, mais je pense que tu as dit quelque chose d'essentiel. Augmenter la qualité de ses produits, quelque part, a un impact immédiat sur la satisfaction des clients. Des clients qui sont satisfaits, c'est quelque part des clients qui sont captifs et qui reviennent chez nous naturellement. Ça, c'est vraiment un point sur lequel je souhaite insister. Et le deuxième, quand on parle de production, je dirais concrètement, il n'y a rien de pire dans une usine qu'une machine qui a coûté très cher en termes d'investissement, qui ne produit pas. Et ce n'est pas toujours simple quand on a une variété assez conséquente de produits,
de pouvoir balancer comme ça l'ensemble de ses heures de fabrication et de charger ses machines au maximum. Absolument. Et c'est vrai que des solutions telles que des solutions de planification d'ordonnancement permettent de s'assurer qu'on charge au maximum les machines qui finalement est peut-être, avec les humains, hein, avec les ressources humaines, qui coûtent le plus cher dans une entreprise. Donc il faut s'assurer que les moyens de production sont chargés au maximum. Absolument. Et sont en capacité de délivrer. Absolument. Donc voilà, on essaye de vous donner un petit peu ces différents aspects du numérique et de la planification et de l'ordonnancement. Alors du coup, effectivement, on voit qu'on peut gérer beaucoup plus finement la production, on peut en tirer un bénéfice commercial immédiat, on peut tout à fait partager ses plannings avec les clients. On voit que dans certains secteurs industriels, ça devient vraiment prépondérant, par exemple dans l'aéronautique, où les grands avionneurs demandent un partage de l'information très étroit avec leurs sous-traitants dans un, dans deux. On est très, très interrogé par ce secteur. Complètement. Mais ça peut être tout à fait généralisé à d'autres industries pour permettre d'avoir un tracking du produit dans ces phases de réalisation et puis de transmettre l'information à vos clients. Donc ça, oui, absolument, complètement. Donc ça, c'est vraiment intéressant et assez novateur, hein, parce qu'on se rend compte que sans ce type d'outil numérique, on a du mal à le faire. Et du coup, on va être capable d'en tirer après ce que tu citais, des bénéfices financiers immédiats, c'est-à-dire qu'en reculant plus tard les commandes de produits, on est capable, avec des outils de planification et d'ordonnancement, de prédire très précisément quand seront consommées les matières et donc de les commander au plus juste, au plus tard. Exactement. Et en même temps, de l'autre côté de la chaîne, on va être capable de rapprocher les délais de livraison. Donc on voit tout de suite que mécaniquement, en termes de trésorerie, on retarde les achats et on anticipe la facturation, la livraison. Donc, c'est très, très intéressant en termes de trésorerie. On a quelques exemples d'industriels pour lesquels, en quelques mois, on a obtenu près d'1 million d'euros de trésorerie supplémentaire. Donc, notamment, la trésorerie est impactée par quoi? Souvent aussi, hein, c'est par les stocks. Hein. Ouais. Les stocks, c'est de l'immobilisation. Si la matière ou les produits ne sortent pas, c'est autant de cash qui n'est pas utilisé, hein, qui a été investi et qui ne sort pas. Donc, je pense que c'est très important aussi de maîtriser ces stocks et de faire en sorte de commander au mieux. Et quelque part de travailler presque, non pas en flux tendu, mais d'avoir vraiment cette notion de maîtrise de ce que j'ai en stock et de ma capacité à produire derrière et de corréler ces deux aspects-là, complètement. Absolument, il n'y a pas beaucoup d'outils qui permettent d'arriver à ce type de résultats qui ont un ROI aussi important. Donc c'est vrai que oui, c'est de suite visible, hein. C'est le nerf de la guerre une fois de plus. Hein. Donc c'est pour ça que ce sont des outils qui apportent un ROI qui est souvent assez facile à justifier et qui est très rapidement visible. Bon, donc voilà, je pense que le contexte est planté. Maintenant, c'était un petit peu ce choix de Siemens Preactor. Alors, c'est vrai que nous, Tech Team, on l'a fait. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer un peu ces points forts de Simatic IT Preactor? Alors oui, bon, déjà pour dire que Siemens, dans sa division PLM, a toujours été très attentif à tout ce qui pouvait compléter son offre pour couvrir au maximum cette notion de chaîne numérique, aussi bien de la genèse et de l'idée liée au produit, de sa conception, de sa simulation, de la planification de sa fabrication et de son industrialisation. Donc en fait, on est à l'écoute du marché et on regarde toute opportunité de solutions qui sont éprouvées pour les rajouter à notre catalogue, à notre offre. Preactor a été l'élu en ce qui concerne la planification et l'ordonnancement. Donc c'est une solution déjà éprouvée, hein, c'est pas, la peinture n'est pas fraîche. Et puis ensuite, ce qui a fait, je pense, notre choix, et qui est quelque part aussi peut-être, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un mantra, mais c'est peut-être aussi la manière dont on raisonne quand on rajoute un produit à notre catalogue, qu'on le développe, c'est son ouverture, bien entendu, hein. C'est sa capacité à s'adapter dans un environnement dans lequel il y a d'autres outils. Je prends pour exemple, hein, c'est vrai que souvent, il y a un lien quand même assez intime qui peut être mis en place entre un outil d'ordonnancement et de planification avec les ERP. Typiquement, Preactor est complètement aujourd'hui ouvert et permet cet interfaçage. Bon, et au-delà de ça, on est toujours à la recherche d'outils qui soient le plus, bien entendu, puissants, mais aussi simples à utiliser et rapides à déployer. Donc c'est vrai que Preactor a cet avantage-là. C'est globalement un projet Preactor, le projet typique. C'est un déploiement qui se fait à peu près en 6 mois. Hein, tout à l'heure, on parlait de ROI, mais le ROI est aussi associé au moment où j'investis sur la solution et le moment où je commence réellement à être en production. Absolument. Et être en vitesse maximum. Donc, c'est vrai que Preactor est un outil qui a été sélectionné également par Siemens et qui aujourd'hui est commercialisé par Siemens et ses partenaires
Pourquoi? Parce qu'il est simple à utiliser, mais surtout simple à déployer. Donc ça, c'était des éléments assez importants dans le choix et dans la stratégie de Siemens pour se doter d'un outil tel que celui-ci. Ok, bon, écoute, réponse très complète, c'est parfait. C'est vrai que nous, dans le recensement qu'on en a fait chez Tech Team, on avait évalué un nombre de 52 connecteurs, c'est-à-dire 52 briques logicielles avec lesquelles nous avions déjà interfacé Siemens Simatic IT Preactor. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que son niveau de personnalisation, c'est un outil qui est mature, donc on n'est plus en phase de développement ou de conception de modules supplémentaires pour cet outil. Il intègre déjà toutes les fonctionnalités. Donc vis-à-vis des industriels, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient le customiser, le personnaliser à façon pour eux. Et donc, ce n'est pas l'industriel qui a à s'adapter à l'outil, c'est en fait cet outil qui est en capacité de s'adapter à l'industriel. Ça, je pense que c'est vraiment un point fort. Mais c'est capital, une fois de plus. Tout à l'heure, on parlait de silos. Les gains vont être obtenus dès lors qu'on limite ces silos. C'est faire en sorte que les différents services de l'entreprise puissent capitaliser sur la donnée qui a été créée en amont pour pouvoir la réutiliser en aval. Absolument. Donc, c'est vrai que l'essence même de Preactor, c'est de pouvoir s'implanter dans un environnement dans lequel il va tirer la quintessence de tout ce qui est, je veux dire, créé en termes de documentation et en termes de, on va dire, de contenu, de contenu et de données pour pouvoir l'exploiter et puis, qui plus est, le transmettre aussi pour la suite, une fois de plus en aval, pour pouvoir optimiser toute cette chaîne de valeur et ce qu'on appelle la chaîne numérique également. Donc, capitaliser sur ce qui a été fait en amont pour le transmettre en aval. Et également, favoriser les itérations, bien entendu, parce que les changements sont, j'allais dire, rien n'est permanent si ce n'est que le changement. Donc, c'est vrai que si on veut être agile, l'agilité passe aussi dans la réactivité qu'on a à pouvoir, à un moment donné, devoir réordonnancer sa production. Et pour ça, il faut une fois de plus prendre des données qui viennent de l'amont, pouvoir les injecter, les réinjecter dans le système et rejouer le scénario pour pouvoir après, derrière, une fois de plus, délivrer la planification et l'industrialisation des produits. Donc c'est vrai que pour ça, Preactor est vraiment la solution qui a été, je pense, pensée dans cette optique-là. Voilà. On partage ton point de vue, effectivement. Je pense que c'est un des outils les plus complets sur le marché. Tu as vraiment passé en revue l'ensemble des items, donc c'est parfait. Bon, je pense qu'après, pour en savoir plus, il ne faudra pas hésiter à demander quelques démonstrations et puis voir comment ça peut fonctionner et voir ce que ça peut apporter au cas par cas dans vos contextes ou avec les objectifs que vous vous fixez. Donc, bon, écoute, je pense qu'on peut clore ce chapitre sur Preactor peut-être. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir la relation un peu qui nous lie et qui lie Siemens à ses distributeurs. Pourquoi Siemens fait-il le choix justement de s'adresser à un réseau d'intégrateurs? Je pense que c'est tout naturel. C'est avant tout un besoin de proximité, mais également de savoir-faire. Il faut savoir que les partenaires qu'on sélectionne, et là pour le coup je parle d'un sujet que je maîtrise complètement puisque c'est vraiment mon rôle chez Siemens, c'est de se doter de partenaires spécialisés qui sont vraiment au contact du client et qui vont l'accompagner du début de sa problématique. Donc c'est vraiment comprendre la problématique de ses clients et puis essayer de l'analyser avec lui parce que c'est pas toujours simple. C'est vrai que des fois on sait qu'on a mal mais on ne sait pas réellement. C'est ça. Voilà. Donc c'est avant tout ça, donc notre réseau de partenaires spécialisés est là aussi pour accompagner les industriels à identifier les points de blocage et puis bien évidemment à conseiller sur les meilleures solutions et par la suite pouvoir les aider à les déployer et les accompagner et les maintenir, faire le support. Donc c'est vraiment, on a vraiment une politique qui se veut orientée vers vraiment des partenaires valeurs qui ne sont pas juste là pour délivrer un logiciel mais qui sont là pour vraiment accompagner les industriels tels que nous le ferions nous-mêmes chez Siemens. Donc il y a une notion de proximité et puis il y a une notion de démultiplication. C'est vrai qu'aujourd'hui la notion de digitalisation est vraiment en train d'exploser et créer un maximum d'opportunités. Et se doter de partenaires nous permet quelque part de démultiplier notre présence sur le marché aussi. Absolument. Oui, d'adresser tous les acteurs partout en France, à tous leurs niveaux. Et une question qu'on nous pose souvent, c'est quelle pourrait être une différence ou au contraire, le jeu des 7 erreurs, de cette différence ou pas entre Siemens et un intégrateur. Une question qu'on nous pose souvent. Donc, je profite de ta venue aujourd'hui pour… Oui. Je vais répondre simplement. On se doit d'avoir, en tout cas, on souhaite avoir le même niveau d'exigence auprès de nos partenaires que ce que nous l'aurions pour nous-mêmes. En
fait, dès lors que vous êtes revendeur des solutions Siemens, nous, ce qu'on attend du partenaire, c'est qu'il représente la marque Siemens auprès de nos clients communs. Et à partir de là, on a un niveau d'exigences qui sont aussi élevés que ce qu'on a nous en interne, avec un certain nombre de certifications, des formations qui leur permettent d'être en capacité de maîtriser complètement la solution et quelque part de délivrer une qualité auprès de leurs clients qui soit telle qu'on l'exige. Voilà. Donc on a cette exigence-là et nous on met les moyens en tout cas pour animer le réseau de distribution avec un certain nombre on va dire de jalons qui leur permet d'obtenir cette excellence, mais avec l'apport aussi de l'excellence du partenaire, parce qu'il y a aussi votre savoir-faire à vous qui vient se rajouter à tout ça et qui fait finalement une bonne combinaison entre le partenariat, entre l'éditeur et le partenaire. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Non, c'est vraiment notre philosophie. C'est très clair et je profite de l'occasion pour dire qu'effectivement, on connaît bien le parcours d'accompagnement que tu viens de citer, puisqu'on l'a passé intégralement chez Techtim, l'ensemble des formations, l'ensemble des labels et certifications nécessaires, que ce soit aussi bien au niveau des ressources et de l'infrastructure informatique qu'au niveau des ressources et de la compétence humaine, aussi bien chez nos experts techniques que pour la partie effectivement accompagnement des ventes. Donc on a effectivement choisi de rentrer dans cet écosystème et on s'est plié à toutes les démarches pour avoir ce niveau d'exigence qu'on va fournir aux côtés. C'est important. Donc voilà, non mais c'est dit parce que c'est une question qui est importante et je pense que c'était bien de partager cette philosophie. Donc, du coup, maintenant concrètement, comment pourrait se passer un petit peu pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient avoir un besoin comment procéder pour rentrer un petit peu dans un projet d'ordonnancement et de planification via Préactor? Un petit conseil? Oui, le seul conseil que j'aurais à donner, c'est contacter Techtim. Je pense que c'est tout simplement peut-être la meilleure des réponses. Voilà, je pense que l'idée, c'est déjà, peut-être très en amont, d'avoir une société qui est en face de vous et qui connaît votre métier, qui apprend vos problématiques parce qu'elle les a déjà rencontrées chez d'autres industriels. Et c'est déjà ouvrir une discussion autour de laquelle vous pouvez, quelque part, leur donner une visibilité sur la manière dont vous verriez, vous, l'amélioration de votre production, mais également les points qui aujourd'hui vous posent problème pour justement libérer votre capacité à être plus performant. Donc je pense que c'est déjà, de toute façon, non pas le passage obligé, mais en tout cas le prérequis, c'est d'ouvrir cette discussion-là avec les personnes, les salariés de Techtim, pour après que vous soyez en capacité de leur apporter la solution adaptée. Voilà. Donc, je pense que c'est la meilleure des réponses finalement. Il faut créer ce contact-là, il faut analyser la situation telle qu'elle est actuellement, et puis après laisser la capacité à Techtim de répondre aux gens qui nous écoutent, comment vous souhaiteriez les accompagner pour améliorer tout ça, si tant est qu'il y a des améliorations à apporter, mais j'en suis persuadé. Voilà, l'idée, effectivement, c'est on est sur des projets qui sont assez courts. Rares sont les outils industriels qui mettent uniquement un semestre à être déployés. Donc, on peut prendre le temps en amont de faire l'état de l'art un peu de votre existant, fixer vos objectifs, en tout cas les partager avec vous. Et puis voir, du coup, ça c'est le conseil qu'on donne à nos industriels, voir un petit peu quel est le plan d'action à mettre en œuvre. On peut démarrer par une partie assez simple et puis progresser dans les fonctionnalités. Donc, c'est tout le sens de la démarche qu'on peut proposer. Donc, bien sûr, des démonstrations du logiciel et des démonstrations des fonctionnalités. Et puis ensuite, le déploiement du projet. Alors, en fait, il y a 3 grandes phases dans un projet Préactor. La première chose, telle que nous, on le déploie chez Techtim, c'est une première phase de diagnostic et de recueil de l'existant. Et par exemple, on parlait tout à l'heure des interfaces avec l'écosystème du client. C'est important de se rendre compte comment Préactor va avec quoi on doit interagir. Quel est l'existant? La deuxième phase, une fois qu'on est d'accord sur ce point avec l'industriel, du coup, on développe chez Techtim, on personnalise. Donc, le mot développer, le lapsus, c'est bien de l'avoir prononcé, ça me permet de rectifier. Il n'y a pas de développement, encore une fois, c'est que de la customisation. Donc, on vient juste paramétrer le logiciel aux besoins du. Et c'est compréhensible parce que je pense que ce que peuvent avoir en commun les gens qui nous écoutent, c'est qu'ils sont tous différents. Je ne sais pas qui est en face de la caméra, mais en tout cas, je ne prends pas beaucoup de risques en disant que ce sont des industriels qui ont des secteurs de marché différents. Et c'est vrai que planifier et ordonner sa production peut prendre des aspects complètement différents selon si on est dans le monde de la pharma, dans le monde de l'agro, dans le monde de l'aéro. Il y a des pratiques qui sont différentes.
Donc, c'est pour ça qu'il faut une certaine malléabilité de l'outil pour pouvoir également s'adapter à des marchés ou des secteurs industriels. Je pense que c'est ce point-là que tu souhaitais souligner. Absolument, absolument, et qui fait donc l'objet de cette phase 2 d'un projet préacteur, sachant qu'une fois qu'on a atteint du coup ce paramétrage, on vient du coup passer à la phase 3, qui est donc l'essai, mise en service, déploiement sur le site du client. Et une phase surtout très importante, une partie très importante de cette phase, c'est la formation des utilisateurs. En fait, on va venir leur délivrer un nouvel outil qui va changer leur quotidien, puisqu'ils vont l'utiliser chaque jour dans l'usine ou l'atelier. Et on préconise une phase importante d'accompagnement et de formation initiale, formation à distance, hotline. En fait, voilà, le but, c'est que la montée en compétences, l'autonomie soit progressive pour que tous les utilisateurs aient vraiment confiance dans l'outil et les résultats qu'il délivre. Donc voilà, ça c'est une attention forte que l'on porte chez TechTeam à ces sujets-là. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion ou pas, ou est-ce que tu souhaites qu'on passe aux réponses aux questions si on a eu... Non, je pense qu'on a déjà, j'espère, en tout cas répondu aux attentes des personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Mais après, effectivement, s'il y a des questions, des réponses, je serais ravi de pouvoir y répondre. Et si je ne sais pas, voilà, absolument. Absolument. Donc, de mon côté, je pense que je serais ravi de vous revoir également si vous avez des questions pour qu'on puisse compléter en dehors ce webinaire. Donc, n'hésitez pas. Moi, ce que je propose, c'est que déjà, on voit si vous avez posé quelques questions et qu'on y réponde. Donc, on est en train de consulter nos moyens techniques. Alors, combien de temps faut-il pour rentabiliser l'acquisition d'une telle solution? Est-ce que tu veux que... J'allais dire, le temps, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est aujourd'hui, on parlait de ROI tout à l'heure, hein, donc ce qu'il faut regarder, c'est aujourd'hui les points bloquants, ce qu'ils coûtent à l'entreprise. Parce que quelque part, à un moment donné, quand on manque d'agilité dans sa production ou quand on a des points de blocage, je pense que dans l'analyse qu'on doit faire avec vous, c'est d'arriver à les chiffrer. Et ensuite, c'est de mettre en parallèle ce chiffrage-là qui est quelque part les coûts aujourd'hui engendrés par des défaillances ou en tout cas un manque d'optimisation de la production en face de la solution. Quand on parle de solution, c'est finalement quoi? C'est l'acquisition du logiciel et le service qui est associé. Le service, c'est quoi? C'est la formation et puis le déploiement. Absolument. Donc, j'allais dire, ce serait malhonnête de donner un chiffre. Je pense qu'il faut vraiment mettre en parallèle à la fois la mesure des coûts actuels liés à la non-performance de la production, en parallèle avec la solution. Je ne sais pas si tu as une réponse différente, et pardon de vous frustrer parce que je ne réponds pas réellement à la question, mais d'un autre côté, ce serait malhonnête de dire c'est 2 mois, c'est 3 mois, c'est 6 mois. Bon, de manière générale, on observe un ROI qui est rarement au-delà de 2 ans, mais ça peut être moins, parce qu'on peut être dans une agilité telle que les points de blocage peuvent être déverrouillés très rapidement, et au regard de ce qu'apporte la solution, parallèlement à ce qu'elle coûte, on peut avoir des gains substantiels en très peu de temps. Absolument. Après, ça dépend aussi de vos ambitions. Je pense que les ambitions des industriels peuvent aller bien au-delà de la simple solution qu'on apporte, et donc parallèlement à ça, ça rajoute du temps dans le déploiement et l'accostage avec d'autres solutions. Donc je pense que ce serait un risque de dire c'est temps. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit s'inscrire dans une approche d'analyse. Mais en tout cas, rassurez-vous, je pense que c'est vraiment comme ça aujourd'hui que TechTeam travaille, c'est de vous remettre ce rapport qui vous permet d'avoir une prise de décision au regard des éléments qui sont, une fois de plus, les coûts actuels liés à d'éventuels problèmes liés à la production et ce que vous coûterez l'investissement sur la solution. Donc j'allais dire, il y a peu ou pas de surprise. Non, je suis d'accord. Ça fait partie de la démarche que de chiffrer le retour sur investissement et donc ce délai sur lequel on retrouve la mise initiale. Je dirais qu'on a de la chance parce que comme on l'a expliqué plus précédemment, on est sur un outil qui impacte à la fois les ressources humaines, les stocks, les machines et qui va du coup toucher du doigt l'ensemble des paramètres financiers de l'entreprise, la trésorerie, le chiffre d'affaires, la marge. Donc, on a la chance d'être sur un terreau qui est fertile avec un outil qui a un très fort ROI, parmi les plus rapides des outils que nous distribuons chez TechTeam. Je dirais que souvent, pour vous donner une idée, le gain de trésorerie
c'est-à-dire l'optimisation qu'on va faire sur les niveaux de stock, les encours produits dans l'entreprise, rien que ce gain de trésorerie, il finance intégralement le projet. Donc, c'est vraiment très, très favorable. C'est-à-dire qu'en quelques mois, on va être capable d'autofinancer si on parle uniquement sur le prisme de la trésorerie. Après, en termes d'amortissement du projet, on est capable d'avoir une approche un peu plus fine. Mais je dirais que ça ne dépasse jamais 2 ans. Et dans certains cas, il nous est arrivé d'avoir un ROI qui était supérieur à 10 en 2 ans sur certaines industries, notamment métallurgie. Je ne suis pas sûr. Donc, plutôt favorable. Merci pour cette question. Je regarde sur notre écran là, quelles sont les 2 autres questions. Combien de temps dure un projet? Donc on a commencé un petit peu à y répondre tout à l'heure. Je dirais une bonne mesure, c'est je dirais environ 6 mois. Je ne sais pas si c'est ta vision, mais oui, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne. Entre le moment où vraiment, alors c'est hors phase amont, hors phase d'avant-vente, j'allais dire, ou l'avant-vente, j'allais dire plus, c'est du consulting et d'analyse de la situation. Mais du moment que l'industriel a donné son go jusqu'à le temps qu'on soit vraiment en mode production, c'est une fenêtre de tir entre 4 à 6 mois. Oui, je partage ces ordres de grandeur-là. On a à peu près 2 mois pour faire le diagnostic, partager les objectifs et le plan d'action avec l'industriel, 2 mois pour le paramétrage, la customisation, et après 2 mois pour faire les essais, les mises en service, et surtout prendre le temps d'accompagner les équipes. Donc voilà, ça donne des grandes masses. Après, en fonction de la complexité du projet ou du nombre de sites, on peut bien sûr raccourcir. Ça aussi, c'est important. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes mesures selon si on parle d'un site unique ou de multi-sites avec des notions de communication entre les sites. Tout ça peut amener une complexité supplémentaire, mais bon, c'est pas non plus. Voilà. C'est pas la peine à voir. En parlant des sites et de la notion de multi-site, c'est vrai qu'on va être capable de proposer des plannings sur un atelier de production, donc un site dédié. On pourrait tout à fait imaginer, c'est le cas qu'on a avec un industriel dans la mécanique qui a 3 sites et qui nous demande d'être capable d'organiser la planification de chacun de ces 3 sites et de consolider un master planning global, donc chapeauter l'ensemble de la production. C'est tout à fait possible aussi. Donc, on peut tout à fait imaginer équiper un site, puis l'ensemble des sites, on va dire, locaux, et puis venir proposer pour d'autres instances de l'entreprise, achat, vente, production ou finance, des plannings consolidés. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi dans un second temps ou dans le cadre du projet initial. Impeccable. Donc, beaucoup de questions, donc je propose qu'on enchaîne. Quels sont les formats de formation proposés? Ça, c'est pour toi. Voilà. Donc, typiquement, une première… ça, c'est un process qu'on a vraiment, sur lequel j'ai déjà insisté et sur lequel on porte une grande attention chez TechTeam. Donc, on l'a vraiment éprouvé et voilà comment on le séquence. Premièrement, une fois qu'on a fait une démonstration de l'outil pour que effectivement chaque utilisateur puisse se rendre compte un petit peu des notions qu'il va avoir à apprendre, on déploie le projet. Donc, on a une petite phase d'avant-vente où on montre un petit peu les compétences qu'il va falloir acquérir. Et surtout, une fois qu'on a déployé, on fait une première installation sur le serveur du client et c'est là où on fait la formation initiale. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'on va vous proposer une formation sur votre outil tel qu'il sera déployé sur votre site. Donc, ce n'est pas du tout une formation théorique qui pourrait être dans une salle de formation un peu traditionnelle. Nous, le choix que l'on fait, c'est de vous former sur votre propre outil paramétré sur votre site. Donc, on a prévu une formation initiale avec l'ensemble des planificateurs, responsables de planification, acheteurs, commerciaux, enfin l'ensemble des parties prenantes autour de l'outil, pour une formation initiale qui prend en général 2 jours sur site, et auquel on ajoute ensuite 3 jours de formation continue. Donc là, vous avez la possibilité de nous contacter pour qu'on prenne la main à distance avec vous sur l'outil. Et donc ça, c'est une des fonctionnalités que permet Préactor et qui est très intéressante, c'est de se dire, où que vous soyez en France, si vous avez une urgence de production, une machine qui tombe en panne, un client qui vous demande de passer en priorité, on va être capable de vous accompagner les premiers temps de votre montée en compétences pour gérer ces urgences et vous donner confiance dans l'outil. Donc c'est pour ça qu'on prévoit cette formation qu'on appelle formation continue. Et qui vient ensuite se doubler d'une hotline avec des contrats de maintenance et du suivi permanent de l'outil. Donc voilà un petit peu donc pour tous les utilisateurs avec de la formation initiale, de la formation continue et de la maintenance sous format hotline.
quelque chose, un package assez complet, mais c'est normal, c'est un outil qui, qui vient gérer le planning de production des industriels, donc un outil qui est important pour vous. Donc on vous accompagne sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre question? Combien de personnes peuvent travailler sur le logiciel? Bon, je peux répondre assez brièvement si tu le veux bien. L'idée, c'est qu'on bénéficie avec l'ensemble des solutions Siemens de l'infrastructure informatique que vous avez prévue. Donc, on pourrait paramétrer des licences pour faire en sorte que plusieurs personnes travaillent en même temps avec l'outil, et c'est possible. Après, ce qui est important, c'est de se mettre dans la tête de vos planificateurs et de comprendre. Là, ce n'est pas un problème technique, en fait, ce n'est pas un problème informatique. Non. C'est plutôt de se dire, est-ce qu'on a la capacité à faire travailler deux planificateurs en même temps sur le même planning? Est-ce qu'ils vont pas, l'un ne va pas démonter ce que l'autre a prévu? Voilà. Donc, je dirais que la vigilance, elle n'est pas au niveau de l'attribution des jetons de licence ou de problématiques informatiques, c'est plutôt au niveau de la logique de production. On aurait tendance à dire, une personne va peut-être s'occuper des stocks, une personne va plutôt s'occuper des produits semi-finis, une personne des produits finis, et faire en sorte que du coup, il y ait une répartition logique et chronologique pour l'utilisation du logiciel. Je pense que ça fait partie également de la phase d'audit en amont, hein, c'est de regarder les rôles et les responsabilités de chacun au sein de l'organisation, de pouvoir effectivement faire preuve de conseil dans le cas où effectivement on peut juger que la mise en place de préacteurs peut éventuellement être l'opportunité pour l'industriel de quelque part revoir la manière de s'organiser. Mais dans tous les cas, oui, c'est important, cette phase de rôle et responsabilités de chacun autour de cet outil-là dans l'entreprise, et même dans l'entreprise étendue, hein, autour des rôles, on va dire, connexes, est aussi importante pour définir après la stratégie de mise en œuvre des licences à mettre à disposition au niveau des différents utilisateurs. Absolument, et du coup, ça peut être l'occasion, autour de cet outil, qui, comme tu l'as dit, va être structurant, ça peut être l'occasion de se poser quelques questions supplémentaires, de peut-être, nous, la bonne pratique qu'on donne dans pareil cas, c'est de se dire, avant de déployer, est-ce que je ne prendrais pas quelques jours, 3, 5 jours, pour venir auditer les process de mon entreprise, voir si je n'ai pas, dans mon organigramme ou dans mes fonctionnements, quelques impacts ou quelques améliorations à apporter qui vont être solutionnées partiellement par le logiciel, mais qui pourraient aussi être solutionnées par un changement des process. Bien sûr. Donc, le logiciel est une chose, mais il ne va pas tout faire. Il y a aussi toute mise en place d'une solution de digitalisation est structurante et nécessite parfois d'avoir des discussions sur comment je pourrais réorganiser ma société pour être encore plus efficient. Alors, pas révolutionner, mais en tout cas améliorer. Absolument. Donc ça, voilà, c'est la bonne pratique. C'est intégré dans les projets préacteurs qu'on vous propose chez TechTeam. Donc usez-en, abusez-en. Le but, c'est effectivement que vous tirez le maximum du logiciel par une structuration peut-être à optimiser, on ne va pas dire différente, mais peut-être quelques points qui seraient affinés à cette occasion et dont vous pourriez tirer bénéfice. Complètement. Donc on a Nabil. Bonjour Nabil. Donc actuellement à Athènes Mobilis, nous amorçons une dynamique d'énergie verte en lançant un programme ambitieux de développement des énergies renouvelables et projet de modernisation des équipements. Peut-on en fait acquérir des cours de formation pour le management de cet important projet? Alors sur la partie effectivement, il y a une double question. Il y a à la fois énergie renouvelable d'un côté et modernisation des équipements de l'autre, des équipements d'énergie. Est-ce que tu as un mot ou est-ce que tu veux que je réponde Non, moi je pense que ce que je comprends dans la question, c'est que c'est un appel à peut-être aider cette entreprise à structurer et à être accompagnée dans ce projet-là. Pour moi, c'est avant tout. Alors, vous parlez, c'est Nabil. Hein. C'est ça. Nabil, vous parlez de formation. Oui, c'est de la formation, c'est peut-être presque du coaching, ou en tout cas de l'accompagnement à ce changement ou à cette transformation, ou en tout cas à l'atteinte de vos objectifs. Pour moi, c'est des actions de consulting que sont tout à fait capables de réaliser TechTeam ici. Hein. Ça ne débouchera pas forcément sur l'acquisition d'un logiciel tel que Préactor. Peut-être oui, mais en tout cas, ça peut faire partie, en tout cas, de la phase amont dans laquelle TechTeam peut intervenir. Complètement. Pour moi, c'est ce que je comprends. Hein. Effectivement, je pense qu'il y a une approche globale à avoir quand on veut parler d'optimisation énergétique.
Donc effectivement, répondre globalement à cette question ici serait peut-être un peu prématuré. Alors il y a une partie qui est de l'ordre du diagnostic et du conseil, donc la mise en place de plans d'action, qui est peut-être en amont des formations. Le bon conseil, ce serait déjà de voir un peu votre contexte, votre niveau de maturité sur ces sujets, et de voir quelles sont encore les marges de progression qu'on peut avoir, sachant que Préactor et les outils de planification peuvent en apporter une partie. Typiquement, là j'ai un cas client qui me revient, sur un client qui utilise dans la métallurgie des fours, donc des process qui sont très consommateurs d'énergie. On peut faire en sorte d'utiliser à plein régime le four, donc de créer un ordonnancement optimisé pour que le four tourne à plein régime sur les plages horaires d'utilisation que du coup on va essayer de raccourcir au minimum. Donc on peut avoir des leviers comme ça, mais je pense qu'effectivement, comme tu disais Philippe, il faut avoir une approche globale et du coup voilà, être capable de faire le focus sur les formations dont vous auriez besoin après ce qu'on vient de dire. Oui, et puis il faut comprendre, Nabil, il faut comprendre quel est votre plan, c'est-à-dire jusqu'où où vous voulez aller, c'est quoi votre futur, c'est qui seront demain le client, et effectivement, d'ici à là, comment l'organisation de votre société peut être envisagée pour essayer de faire en sorte que le beau projet que vous avez puisse réussir. Donc on peut faire, là ici on va avoir un rôle de conseil avant je dirais même de vous conseiller une solution logicielle quelle qu'elle soit, c'est vraiment du conseil là ici. Donc n'hésitez pas à nous recontacter, on pourra vous répondre hors webinaire. Bon, on a un petit peu dépassé en termes de temps, donc je vois qu'il y a une dernière question qui est sur les ERP et la faculté qu'on pourrait avoir à se connecter. Voilà, donc est-ce qu'on peut fonctionner sans ERP? Bien sûr. Absolument. Bien sûr. J'allais dire qui peut le plus, peut le moins. Déjà, ça va dépendre. Bon, toute entreprise n'a pas de ERP. Bon, j'allais dire que c'est de moins en moins commun. Absolument. Cela dit, ce n'est pas un prérequis. Aujourd'hui, la volonté de se connecter à l'ERP, c'est surtout pour capturer des notions qui sont, selon moi, qui peuvent être importantes dans la notion d'ordonnancement et de planification. Cela dit, ce n'est pas le chemin obligatoire qu'on doit suivre avec Préactor. Donc, rassurez-vous, si vous n'avez pas de ERP ou si vous ne voyez pas de valeur de connecter le ERP avec Préactor, pas de problème. On peut avancer avec Préactor sans ça. On peut tout à fait s'en tenir à des fichiers Excel, tout simplement, comme le font certains de nos clients. Bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que si demain vous avez un ERP, Préactor sera compatible et connectable et on pourra récupérer les données de gestion de stock, les ordres de fabrication. Exactement, bien sûr. Oui, bonne question et c'est vrai que effectivement, ça pouvait amener de la confusion. Non, rassurez-vous. Bon, écoute, en tout cas, je te remercie Philippe d'avoir… Avec plaisir, merci pour cette invitation. Et puis merci à vous d'y avoir assisté. On reste en contact. N'hésitez pas par tous les moyens que vous pourriez juger utiles, que ce soit sur notre site web ou sur nos réseaux sociaux. Restez en contact avec Tech Team et puis on vous répondra. Au revoir à vous, merci. Merci à toi Philippe. Au revoir. Au revoir.